Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup tout d'abord de votre invitation, de l'invitation des organisateurs à venir m'exprimer devant vous pour pouvoir parler du sujet aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Hélène Marie et je vais me concentrer un peu plus en détail sur une question assez fondamentale qui est qu'est-ce que fait l'ARS, quel est le rôle de l'ARS dans le traitement des signalements. Alors non pas, même si c'est toujours important d'expliquer ce que fait une administration publique, puisqu'on doit rendre des comptes et c'est une exigence, mais surtout pour concrètement, quand vous êtes amené à signaler ou vos structures, qu'est-ce qui se passe derrière, ce à quoi ça amène. Je pense que c'est ça le message principal. Et le second message que je voudrais passer aujourd'hui ensuite, ce sera de dire comment ces signalements doivent être, au-delà de à quoi ils servent aussi, comment ils doivent être faits pour qu'ils aient un impact maximal, que nous, côté ARS, on puisse s'en saisir de la meilleure façon possible. Donc, d'abord, et peut-être avant de commencer, dernier élément, bien sûr, l'ARS s'inscrit dans un ensemble, dans un continuum. Ce terme a été employé, il est extrêmement important, continuum avec le 3977 et en partenariat avec l'ensemble des institutions responsables du traitement des signalements, évidemment le conseil départemental. Pour l'ARS, moi je viens de la direction de la veille et de la sécurité nationale, la direction de la veille et de la sécurité sanitaire, excusez-moi, qui est au niveau du siège de l'ARS, mais aussi on travaille évidemment sur ces sujets-là avec la délégation départementale dont Hélène Marie est la directrice, et tout un ensemble de partenaires, je vais y revenir un peu au fur et à mesure. Donc le premier et principal levier pour prévenir la maltraitance, c'est évidemment pas directement le signalement. C'est une composante essentielle, mais le premier levier, c'est l'organisation, la formation des professionnels. Vous êtes des professionnels, vous le savez bien mieux que moi. Les moyens mis à disposition, et c'est là où je fais le lien avec le signalement, une démarche de réflexivité que les structures doivent mettre en place sur leurs pratiques. Alors c'est un terme, on a dit isomorphisme, du coup je tente la réflexivité, mais c'est pour dire c'est la capacité à se réinterroger sur ces pratiques, et c'est là où je fais le lien, et à les améliorer dans la durée, et c'est là où je fais le lien avec le signalement, où le lien se fait, c'est que le signalement, d'où qu'il vienne, je viendrai ensuite, parce qu'il y a deux types de signalement en réalité, c'est un filet de sécurité qui permet évidemment de faire remédier à des situations individuelles, mais qui permet à la structure, et c'est ça l'objectif premier de l'ARS, pour les signalements qui sont de notre compétence, de la structure de s'interroger sur ces pratiques, d'identifier les causes profondes, d'y remédier et de mettre en place ce qu'il est nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. C'est ça le premier objectif qu'on poursuit. Ce n'est pas le seul, mais il est essentiel. On a deux types de signalements, ce qu'on appelle les déclarations et les réclamations. Ces mots vont revenir systématiquement, donc je préfère m'arrêter un instant pour les expliquer. La déclaration, c'est l'événement indésirable, peu ou prou, c'est le fait par des canaux structurés qui existent indépendamment du 3977, c'est une obligation, il y a des obligations dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la santé publique qui est faite à tout professionnel, à toute structure, en cas de tout événement qui impacte la santé, la sécurité, le bien-être des personnes prises en charge, il faut les déclarer à l'ARS ou aux autorités compétentes. Et ça, c'est une démarche qui est faite par l'établissement, par la structure. Si je prends un exemple un tout petit peu en dehors du champ médico-social, c'est ce que doivent faire tous les établissements de santé en cas de défaut dans les soins. Et c'est le prolongement, enfin c'est le pendant de ce qui se passe en interne avec, pour ceux qui connaissent, les revues de morbimortalité, le retour d'expérience, etc. Et il y a ce qu'on appelle les réclamations, qui sont le fait là des usagers ou de professionnels ou de tout type de personnes intéressées face à des situations qui là sont dans une démarche individuelle. En théorie, la réclamation du professionnel ne devrait pas advenir, puisque ça doit être, et c'est ça que nous on promeut absolument, alors pas au sens où il faut que ça passe comme ça, mais au sens où la bonne pratique, l'objectif, c'est que des dysfonctionnements arrivent, la maltraitance en fait partie, c'est à l'établissement avant tout, collectivement de prendre conscience, d'identifier le dysfonctionnement, de le cerner, de le déclarer et d'y remédier. Si malheureusement ça n'est pas possible, et là on tombe justement dans la deuxième catégorie, tout aussi importante, celle des réclamations, où vous, en votre âme et conscience, mais c'est aussi le fait des proches, des personnes prises en charge ou de toute autre personne, vous pouvez signaler à l'ARS
notamment via le 3977 et à d'autres autorités compétentes, les faits dont vous avez pu être témoin. Donc l'objectif derrière, ce qu'on va faire pour les objectifs poursuivis par les déclarations et les réclamations, je dirais, on les a distingués à 3 niveaux. Il y a d'abord en interne à l'établissement, ou à la structure, je dis établissement, mais c'est un terme un peu générique, hein, la structure, le collectif de professionnels qui traitent, c'est d'identifier, de remédier évidemment à la situation ponctuelle, surtout s'il y a un risque immédiat et imminent, et sur la durée, d'améliorer ces pratiques en analysant les dysfonctionnements. Pour l'ARS, qu'est-ce que ça va être? C'est de s'assurer que l'établissement est bien dans cette démarche. Je vais y revenir, et ça c'est essentiel. Cette démarche d'amélioration de la qualité, de non-reproductibilité, d'avoir tout d'abord assumé ses responsabilités par rapport à la situation, que celle-ci, il y a été mis fin, et de s'assurer que les pratiques ont été analysées, améliorées, corrigées pour la suite. Voire de rappeler ses obligations à l'établissement quand on analyse la situation, si on constate qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites, voire de se substituer à l'établissement dans les cas les plus graves. Par exemple, ça a déjà été mentionné, mais c'est le signalement au procureur de tout délit ou crime, c'est l'article bien connu maintenant, l'article 40 du Code de procédure pénale. Si ça n'a pas déjà été fait par l'établissement ou par l'entourage, les proches, les personnes proches du résident, enfin du résident, de la personne prise en charge, du patient, etc. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on estime qu'il y a un article 40 qui doit être fait, un de nos premiers... Alors, il y a toujours une appréciation, là je parle de manière générale, il y a une appréciation évidemment circonstanciée de ce qui nous est signalé, des éléments à notre disposition, mais on peut être amené à dire à l'établissement, est-ce que vous avez fait un article 40 ? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si vous ne le faites pas, nous le ferons. Ou des fois, on le fait nous-mêmes directement. Là, je saute évidemment aux cas les plus graves, mais il y a tout un ensemble de faits, de situations, voilà, qui n'appellent évidemment pas et pas du tout systématiquement cette réponse. Au-delà de l'établissement en tant que tel et au-delà de la situation, pour l'ARS, ça permet d'identifier les événements ou les conséquences qui sont l'occasion d'avoir une analyse un peu plus approfondie, un peu plus transversale. Donc, qui permettent à la fois d'avoir des analyses régionales pour nous, pour ensuite produire des guides, alimenter des réflexions, produire des outils pour l'ensemble des établissements pour dire, voilà, face à telle situation, ce qu'il faut faire. Ou pour éviter que des situations se produisent, voici les bonnes pratiques. Donc, par exemple, on contribue très régulièrement à la semaine de la sécurité des patients, sur lesquels, je dis parce que c'est le dernier exemple qu'on a de manière assez forte, où on a justement produit toute une analyse sur la maltraitance, les causes, les différents facteurs et ce qui peut être mis comme solution en face, voire auprès du public. Deuxième grand axe, c'est d'orienter la construction de notre plan d'inspection et de contrôle annuel au sein de l'ARS. Je vérifie l'horaire en même temps. Évidemment, face à certaines situations, on peut être amené, dans certains cas, surtout dans le cas des réclamations, à déclencher une inspection sur le moment, dans les cas les plus graves. Je dirais que c'est l'étape parallèle ou un peu avant l'article 40. Mais de manière générale, les signalements servent à quoi? Ils nous servent à dire chaque année, il y a un plan de contrôle qui est prévu par l'ARS, puisqu'on a un service d'inspection-contrôle, qui, de l'ensemble des établissements de santé et médico-sociaux d'Île-de-France. Donc il faut qu'on sélectionne ceux qu'on veut aller regarder. Alors il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte, mais on va analyser l'ensemble des signalements qu'on a reçus dans l'année sur les établissements pour avoir une critérisation, pour pondérer, pour essayer d'identifier les établissements qui doivent aller être vus. Je prends un exemple, pour rendre ça un peu plus concret. Un établissement, malgré ses obligations, qui ne ferait jamais aucune déclaration d'événements indésirables, de dysfonctionnement, mais pour lequel nous aurions des réclamations, c'est-à-dire des proches, des professionnels, parfois anonymes, parfois ayant donné leur identité, ayant indiqué des dysfonctionnements dans l'établissement, des dysfonctionnements possibles. Je me permets d'arrêter un instant, comme le disait monsieur Le Scornet, c'est très important, j'y reviendrai. C'est des indicateurs qui, pour nous, vont être des signaux d'établissement qu'il faut sans doute aller inspecter, aller contrôler. Voilà. Parce qu'un établissement qui déclare des dysfonctionnements est un établissement qui fonctionne bien, en tout cas mieux qu'un établissement qui ne déclare pas. C'est malheureusement dans le quotidien, il y a des incidents, il y a des dysfonctionnements.
il faut les déclarer, c'est une obligation, et il faut surtout les traiter. Voilà, de recommandations de bonnes pratiques. Là, je parlais au niveau régional, mais c'est la même chose au niveau national. Toutes ces données alimentent les travaux de la HAS qui produit régulièrement tout un ensemble d'outils. Ça, c'est pour la qualité et la prise en charge des soins, mais aussi, c'est un autre exemple pour dire que quand je parle de signalement, il n'y a pas que de la maltraitance dedans, hein. C'est multigriefs et il y a des griefs très différents. Et donc un autre exemple, ça peut aboutir aussi à des retraits de mise sur le marché de médicaments ou de dispositifs médicaux, puisque c'est aussi la nature de ce qui nous est remonté. Il peut y avoir des médicaments sur lesquels il y a des alertes. Voilà, j'ai pris un peu de temps sur cette première slide, je vais aller un tout petit peu plus vite sur les autres. Quelques chiffres néanmoins, après vous avoir dit ce que fait le signalement, enfin ce qu'on fait du signalement et pourquoi on le traite, de quoi parle-t-on? Donc en 2023, l'agence a reçu 6110 signaux sur la qualité et la prise en charge et la sécurité des patients. On a reçu beaucoup plus de signaux puisque la direction où je suis, on traite l'ensemble des signaux qui nous sont soumis par les professionnels de santé et les usagers du système de santé en général. Mais c'est un ensemble bien plus vaste. On est à un peu plus de 10 000 signaux par an puisqu'on traite notamment, et ça n'est pas décompté dedans, pour vous donner un exemple, tout ce qui est épisode infectieux dans les établissements de santé et médico-sociaux, TIAC, épisode de GEA, Covid, etc. etc. Et c'est d'autres équipes qui s'en chargent, mais c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des signalements qu'on reçoit. Là, je me concentre vraiment sur les signaux liés à la qualité et la prise en charge des patients, des résidents et leur sécurité. On est à peu près à égalité maintenant. Enfin, c'est en train de s'équilibrer entre la déclaration des professionnels de santé sous forme d'événements indésirables, 3200 à peu près, et les réclamations de particuliers, en particulier d'usagers ou de leur entourage, mais aussi de professionnels. C'est la différence que je faisais entre réclamation et déclaration, 2800. Et comme pour la fédération 3977, on a constaté une hausse constante depuis les fossoyeurs, notamment sur les réclamations, mais pas que. Alors, je ne lis pas tout aux fossoyeurs, mais sur les réclamations, c'est très clair, hein, que c'est vraiment très, très lié. Donc, vous voyez, entre 2021 et 2022, une hausse de plus de 40%, c'est très important, même si les chiffres restent... enfin, on sait qu'il y a de la sous-déclaration, voilà, évidemment, mais on est dans une dynamique de hausse. Sur cela, sur les réclamations, je me concentre un petit peu là-dessus. On a reçu à peu près 800 réclamations sur le secteur médico-social en Ile-de-France. On est sur un an, donc on augmente de 20%. Ça, c'est à peu près entre 2022 et 2023. C'est le cas à peu près partout. Sur la Seine-et-Marne, c'est 138 réclamations réparties avec une majorité sur le secteur handicap. Ce qui est, j'ai presque un doute en le disant parce que c'est contraire aux chiffres annoncés par M. Le Scornet et c'est contraire à nos chiffres au niveau régional. D'ordinaire, on a beaucoup plus de signalements sur les personnes âgées. Donc je vérifierai avant la mise en ligne des slides. Mais néanmoins, on est dans des volumes qui sont... qui montrent sans doute, certainement une sous-déclaration, mais qui sont déjà importants et qui sont autant de situations qu'il nous faut traiter. Ce ne sont pas toutes de la maltraitance. Attention. La maltraitance est un des griefs. Elle est soit identifiée par la personne qui réclame, soit par nous, dans notre analyse, dans à peu près moitié des situations. Et une réclamation est toujours multigrief, c'est-à-dire il peut y avoir des problèmes de circuit du médicament, il peut y avoir d'autres types de problèmes, des erreurs, mais qui ne sont pas liées à de la maltraitance proprement dit. Et encore une fois, quand on parle de réclamation, je le disais, et ça va faire le lien avec la suite, c'est, comme le disait M. Le Scornet, une maltraitance possible, ou des griefs de manière générale possibles. Il y a une analyse qui doit être faite ensuite pour arriver à la conclusion, est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas. Je passe sur les chiffres du 3977 parce que ça sont les chiffres du 3977 pour la Seine-et-Marne, tels que transmis par le conseil départemental. Donc ce n'est pas la totalité de ce que traite le conseil départemental, bien évidemment. C'est ce que nous, on reçoit au regard de notre champ de responsabilité qui est essentiellement sur les structures et les professionnels avec un financement assurance maladie. Comment on gère les réclamations et les déclarations? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les slides, mais ce qui est important, c'est qu'il y a deux étapes. Ça, c'est il y a deux étapes, ça c'est la slide suivante.
On reçoit la déclaration ou la réclamation, on fait une analyse de criticité, les circonstances, les faits décrits, et en fait, dans un cas comme dans l'autre, qu'elle soit directement par la structure ou l'établissement, ou qu'elle soit par un proche, par un professionnel qui souhaite déclarer en dehors du cadre des événements indésirables, il y a deux choses qu'on fait. C'est un, de demander à l'établissement ou la structure mise en cause sa version des faits. On est toujours dans un traitement où on demande à la structure ou à l'établissement sa version des faits. Ce qui n'empêche pas, en parallèle, d'enclencher, comme je disais, d'autres types d'actions dans les cas les plus graves et les plus circonstanciés. Je vais y revenir. S'il s'agit de réclamation, c'est-à-dire c'est un usager, un proche, on fait systématiquement un accusé de réception sous 15 jours à la personne, en lui rappelant également quels sont les autres voies et moyens de recours. Je vais dire ça comme ça. Notamment si on est dans des cas de faits graves, on rappelle qu'il y a la personne peut et doit, dans certains cas, saisir elle-même les autorités de justice ou se rapprocher de la police. Là, je parle des cas les plus graves. Et tout un ensemble de ressources en ligne et de voies de recours. Et on demande sous 3 semaines à l'établissement de répondre sous 3 semaines face aux allégations, aux éléments décrits dans la réclamation. S'il s'agit d'une déclaration, c'est-à-dire l'établissement a fait la démarche, on va attendre, on va rentrer en contact avec lui, on va lui demander sous 3 mois. Pourquoi ce délai supplémentaire? Parce qu'en fait, on est déjà dans un établissement ou une structure qui a pris en compte la situation, qui a déjà apporté des premières analyses. On n'est pas dans le même degré d'urgence. Dans le cas d'une réclamation, on doit d'abord faire prendre conscience à l'établissement qu'il y a peut-être quelque chose. Et ensuite, il y a tout un dialogue qui s'engage pour obtenir les réponses, analyser les réponses, s'assurer que les éléments, il y a un plan d'action qui est cohérent, correspondant aux bonnes pratiques, proportionné, etc., et compatible dans le temps avec la situation. Voilà. Avant-dernière slide. Et donc voilà, je voulais insister sur ce point qui était de dire on est dans un traitement. On va à la fois assurer une rétro-information, puisqu'à la fin de la clôture, on va dire au réclamant initial ce qui a pu être les suites qui ont pu être données à son signal. On leur a fait un premier accusé de réception sous 15 jours, puisque c'est un peu le sujet sur lequel je voulais m'arrêter, la rétro-information, mais en sachant que du coup, on est dans cet échange avec l'établissement. Échange voulant dire à plat ce que ça veut dire, c'est-à-dire on récupère les éléments, on apprécie et on regarde si les choses ont été mises en place et s'il y avait réellement les griefs qui ont été mentionnés. Et c'est un process qui est long. Et c'est ça aussi qui est compliqué, et on le comprend tout à fait pour les réclamants et pour nous aussi, c'est long, ça prend du temps et la conclusion n'est pas forcément celle qu'attendait le réclamant, puisqu'il y a le besoin de cerner la situation et il y a à apprécier les différents éléments qui vont être remontés sur la situation. Néanmoins, peut-être avant de conclure, j'ai pris un exemple de la fiche qu'on reçoit pour les signalements du 3977, mais plus largement, c'était peut-être pour vous dire, comme le disait Alice Casagrande, déclarer est une obligation, c'est compliqué, on le sait, c'est une démarche aussi, c'est un process, c'est-à-dire entre le premier moment où on se dit je vais devoir signaler quelque chose et le moment où on le fait et les suites, il y a une évolution. Vous prenez conscience des faits, on les conscientise. Voilà, je suis très conscient, je ne vais pas y revenir sur tout ce qu'a dit Alice Casagrande. Néanmoins, c'est une solution, c'est une obligation et une solution. C'est important. Évidemment, nous, on encourage, ce qu'on souhaite, c'est que les établissements, et que vous, via vos établissements, vos structures, ce soit dans un processus organisé, mais si ça n'est pas possible, il y a la réclamation. Un seul point sur lequel je voudrais insister, il faut qu'il y ait, je sais que c'est compliqué, mais vous allez le comprendre par rapport à ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait des faits le plus précisément possible décrits. On a souvent des réclamations qui sont « mon proche a été victime de maltraitance ». Point. C'est une réalité, c'est la souffrance, c'est ce que constate la personne. Mais à partir de là, même un établissement, et ils sont pour l'immense majorité évidemment de bonne foi, quand on lui transmet cette information, il est incapable de recerner les frais, les professionnels, même la personne mise en cause, si on est sur du signalement anonyme. Donc plus vous décrivez précisément les faits, plus ça nous permet de prendre, quand je dis décrire précisément, date, nom des personnes mises en cause, qu'est-ce qui s'est produit? La personne, il y a eu une chute, la personne a été laissée dans son lit, la personne n'a pas été changée, à telle date, j'ai constaté telle... Je sais que c'est compliqué, mais c'est essentiel pour que nous, on puisse, demander des comptes à l'établissement et apprécier la gravité de la situation.
Donc voilà, je ne reviens pas sur tout le détail. Peut-être pour conclure, donc la nécessité de continuer à lutter ensemble contre la maltraitance. Tout d'abord, comme j'ai dit, par la prévention et ensuite par les signalements. On doit continuer à développer la culture du signalement à tous les niveaux, à votre niveau, au nôtre, à celui de toutes les institutions. On a un enjeu, je pense, majeur sur la rétro-information, et ça fait lien avec ce que disait Monsieur Le Scornet. Et sur la suite de travaux, on a la mise en œuvre de la loi Bien vieillir, alors la loi dite Bien vieillir, et notamment la cellule, je ne vais pas y revenir, qu'a présenté Monsieur Le Scornet, mais la cellule, c'est un dispositif administratif. Ça nous permettra justement deux objectifs. Un, de consolider nos liens avec tous les partenaires, conseils départementaux, assurance maladie, parquet, préfet, et pouvoir être en mesure, pouvoir vous rendre compte aussi du suivi, du traitement de tous les signalements. Ça va nous aider et de consolider en fait tout ce travail qui est déjà fait, mais de l'améliorer, puisqu'on est bien conscient que, et c'est tout l'enjeu de la loi Bien vieillir, qu'il y a des points d'amélioration et qu'il faut qu'on travaille en ce sens-là tous ensemble. Voilà, je vous remercie.